Bonjour, rebonjour, bienvenue dans ce nouveau Rendez-vous du futur, ces émissions qui sont exceptionnelles, ces dialogues du monde qui vient. Et un Rendez-vous du futur assez exceptionnel, puisque dans un lieu assez exceptionnel, un lieu inédit, un écrin, une église, l'espace Saint-Sauveur à Issy-les-Moulineaux. C'est un Rendez-vous du futur exceptionnel aussi, puisqu'il a lieu pendant le festival, notre premier festival des Rendez-vous du futur. Cette émission a été préparée par les équipes du Cube, de Triple C et de la JD Carré, en partenariat avec Oui Demain et Socialterre. Merci également au Digital Society Forum pour ses apports en ressources, notamment en ressources documentaires. Je suis toujours très très bien entouré avec mon vieil acolyte Nils Asiosmanov, le président du Cube, et mon non moins vieil acolyte Nicolas Opnaud, qui se fera l'interprète, le traducteur, le passeur de vos questions, de vos commentaires sur Twitter, sur le hashtag RDVF, mais également le relais des ressources, des points de vue, des points de commentaires, des réactions aussi, pourquoi pas, de la communauté du Digital Society Forum. C'est parti dans cette émission qui s'annonce exceptionnelle. Nous sommes très très honorés de recevoir François Tadei. François Tadei, biologiste, fondateur du Centre de recherche interdisciplinaire. Et nous recevons également Bénédicte Magnier. Bonjour Bénédicte, vous êtes journaliste et auteur de 1 million de révolutions tranquilles et Made in India. François, le Centre de recherche interdisciplinaire. Alors, il y a peu, Joël de Ronet, notre parrain, le parrain de ces Rendez-vous du futur, disait sur Twitter le cri de François Tadei, c'est un cri d'espoir qu'il faut encourager et applaudir. Alors, qu'est-ce que ça vous fait? Et puis, c'est quoi, pour être très très précis en quelques mots, c'est quoi le Centre de recherche interdisciplinaire? Je remercie Joël pour son amitié et son intérêt pour ce qu'on peut faire. Le CRI, c'est aussi l'acronyme d'un carrefour de rencontres intéressantes. C'est-à-dire c'est un lieu dans lequel on essaye de faire des choses qu'on ne peut pas facilement faire ailleurs. Et on invite des vilains petits canards qui peuvent y déployer leurs ailes et des projets qui ne pourraient pas facilement se produire dans d'autres environnements. Il se trouve que c'est aussi un lieu universitaire, donc c'est un lieu où on peut délivrer des diplômes, une licence, un master, une école doctorale, avec Paris Descartes, Paris Diderot et Sorbonne Paris Cité. C'est un lieu où on peut trouver des hackers, on peut trouver des makers, on peut trouver des enfants, on peut trouver des chercheurs, on peut trouver différents acteurs qui veulent penser ce futur et le co-construire ensemble dans un cadre où il y a à la fois une exigence intellectuelle et en même temps une grande bienveillance et une grande capacité d'essayer de se projeter en apportant chacun un élément de solution pour construire quelque chose qui fait du sens. Et Joël a raison, du coup, en parlant d'un cri d'espoir, puisque finalement, c'est un énorme espoir de voir que l'université, la grande université, les mandarins, comme vous les appelez vous-même, tolèrent ce centre de recherche, non seulement le tolèrent, mais y participent et vous accompagnent. Depuis au moins Humboldt, l'université est censée être un lieu où on est libre d'apprendre, libre d'enseigner, libre de faire de la recherche et où on est capable de trouver des mentors qui peuvent vous accompagner. Donc il y a de tout temps eu des gens qui pensent comme ça, depuis Socrate au moins, des gens qui pensent la maïeutique, qui pensent l'accompagnement. Et je pense qu'on a réussi à en créer un dans le cadre institutionnel français, ce qui n'était pas complètement évident, mais qui, effectivement, c'est un lieu qui a cru exponentiellement, ce qui est assez étonnant parce qu'on a doublé de taille tous les 18 mois depuis une douzaine d'années. Donc là, on a 6000 m² dans le Marais qui vont être refaits et donc on a la possibilité d'accueillir toujours plus d'acteurs et qui, tous ensemble, font toujours plus de choses intéressantes. Nils. Alors ma première question assez courte, juste pour poser un peu le décor, donc le secteur qu'on appelle des EdTech aux États-Unis font partie de ceux qui aujourd'hui connaissent la plus forte croissance. C'est plus d'1 milliard de dollars qui sont investis chaque année dans ce domaine. Si on cite juste la plateforme MOOC Coursera, aujourd'hui c'est 13 millions d'utilisateurs par an en 2015 et dans 190 pays. Alors ma question très simple, c'est est-ce qu'en France, selon vous, on a concrètement pris le train en marche? Est-ce qu'on n'a pas encore mis le pied sur le marchepied ou est-ce que ça part? Comment vous voyez déjà la dynamique en France sur l'éducation et les nouvelles formes de pédagogie, le numérique? On reviendra après sur les contenus.
Je dirais qu'il y a de tout temps eu des innovateurs dans ce domaine-là en France. Dans le domaine des MOOC, pour reprendre l'exemple de Coursera, il y a eu France Université Numérique, il y a Open Classroom, l'ancien site du Zéro qui marche très bien. Donc il y a un certain nombre d'acteurs qui se sont positionnés. Ce qui, à mon avis, manque, c'est la capacité à mettre autant d'argent et d'intelligence que ce qui peut se faire dans d'autres lieux. Si par exemple dans l'éducation nationale, dans l'enseignement supérieur et dans la formation continue, dont on somme tout ça, ça fait des dizaines de milliards, si on mettait 1% de ces sommes-là dans la réinvention, dans la R&D de ces nouvelles manières d'apprendre, alors on serait à la hauteur des enjeux. Mais on est très loin de mettre des sommes comme ça. On met des sommes qui sont 10 ou 100 fois inférieures à ce qu'il faudrait. Et donc il y a évidemment des gens qui font des choses remarquables, mais ils le font, je dirais, grâce à leur énergie, plus que grâce à un accompagnement suffisant de l'ensemble de la communauté. Et alors après, on va revenir plus sur les contenus une fois de plus, mais pour finir avec ça, est-ce que l'innovation ou la transformation peut arriver de l'intérieur, selon vous, ou est-ce que ça passera nécessairement, comme certains le disent, par l'extérieur, par des capillarités ce que vous faites un peu aussi d'ailleurs d'une certaine manière? Je pense que c'est une combinaison de tout. Je pense qu'il y a des choses qui sont plus faciles à faire à l'extérieur qu'à l'intérieur, mais il y a aussi des choses qui sont plus faciles à faire à l'intérieur et à légitimer de l'intérieur. Et donc, si l'intérieur et l'extérieur savent se parler, alors on n'a pas besoin de les opposer. On peut au contraire faciliter les synergies qu'il peut y avoir entre les deux et les valeurs ajoutées de ce qui peut se faire dans le périscolaire, ce qui peut se faire à la maison, ce qui peut se faire dans des lieux de culture scientifique ou ce qui peut se faire sur le web ou de ce qui peut se faire dans les universités ou les écoles. Et je pense qu'on a besoin de ce proverbe africain qui dit on a besoin d'un village entier pour élever un enfant. Je pense qu'on a besoin de plein de modalités différentes pour permettre à chacun d'être un apprenant qui aura appris à apprendre et qui tout au long de sa vie pourra se réinventer autant que de besoin, parce qu'on vit dans un monde dans lequel l'accélération est telle que si on n'est pas capable de se réinventer, on va devenir obsolète et on va perdre son emploi. Et donc on a vraiment besoin de créer ça quand on voit le progrès fulgurant de l'intelligence artificielle, par exemple, ou de la robotique. On va en parler, oui. Mais en fait, je ne les opposais pas du tout, l'intérieur et l'extérieur. Comme vous dites, j'ai même entendu un président de fac, et pas des moindres, dire on a besoin de collaboration avec des lieux à l'extérieur parce que c'est justement par porosité qu'on va aussi nous-mêmes se transformer, quoi. Alors l'excellent Oui Demain, qui est partenaire des Rendez-vous du Futur, publie ce mois-ci un dossier sur les 10 écoles les plus innovantes dans le monde, dans lequel vous répondez à une interview qui a pour titre « L'école de demain, un rempart à la robotisation ». Est-ce que c'est ça le véritable enjeu de l'éducation aujourd'hui? Je pense que quand on voit la manière dont les machines progressent toujours plus, on ne peut que s'interroger sur ce qui fait le propre de l'homme. Parce que si ce que vous faites n'est pas différent de ce qu'une machine peut faire, vous serez un jour ou l'autre remplacé par une machine, parce qu'elles seront toujours moins chères, elles peuvent travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, etc. Donc, c'est quoi le propre de l'homme? Je pense que c'est une ancienne question philosophique, mais qui est toujours plus d'actualité et qui devient très pratique aujourd'hui. Par exemple, aux échecs, l'homme s'est fait battre par la machine, même le champion du monde, au Go très récemment. Et aux échecs, ça fait 20 ans. Donc on a 20 ans de recul. Au Go, on ne sait pas encore complètement. On a quelques mois ou quelques jours de recul suivant comment on regarde. Ce qu'on voit aux échecs, par exemple, c'est que les meilleures parties d'échecs aujourd'hui sont jouées par des hommes et des machines qui, ensemble, jouent contre d'autres hommes qui jouent avec d'autres machines. Et ce qui a été montré, c'est que l'homme plus la machine, c'est mieux que la machine seule, qui est mieux que l'homme seul. La coévolution. Donc c'est une coévolution, une capacité de l'un et de l'autre à s'appuyer sur ce qui fait le propre de chacun et ce qui fait la force du tandem. Et donc de ce point de vue-là, l'homme a un avantage, c'est qu'il peut avoir du recul par rapport à ce qu'il sait faire et ce que sait faire la machine, et il peut essayer de travailler ses points faibles. Alors justement, pour travailler un peu plus sur la dimension humaine, ce que le philosophe appelle l'âme de la statue, selon le philosophe allemand Richard David Precht, l'école doit redevenir un lieu qui stimule l'esprit créatif et le bonheur d'exister. Il s'appuie sur les récentes découvertes sur le cerveau pour s'attaquer au système scolaire occidental, dont il dit, c'est quand même assez dur, il dit que ce système trahit nos enfants. Alors, il pose une question que je vous pose, donc je le cite. Pourquoi diable l'école resterait-elle obstinément étanche à toutes les découvertes des neurocognitivistes, des psychologues, du développement, des évolutionnistes, des linguistes, des anthropologues?
Je pense que l'école se doit de s'adapter à l'ensemble des progrès de la société, dont les progrès des disciplines qui ont été mentionnées, et de bien d'autres. Ce que je dirais, c'est que l'école, traditionnellement, sélectionne les enfants sur leur capacité à connaître les solutions d'hier. Je pense que ceux qui, comme moi, ont été formés dans le système français, on a été vraiment sélectionnés comme ça. C'est encore le cas de mes enfants. Je ne voudrais pas que ce soit le cas de mes petits-enfants. Ce que je veux dire par là, c'est que la solution des problèmes d'hier, elle est de toutes les manières dans les machines. Donc si la seule chose que l'on apprend à faire, c'est à connaître ces solutions d'hier, on est forcément obsolète. Si en plus on est dans une période de compétition et pas dans une capacité à coopérer, capacité à créer du nouveau, c'est grave. Donc il ne faut pas simplement se contenter d'apprendre les solutions d'hier, il faut être capable de penser les solutions d'aujourd'hui et même de redéfinir les questions de demain. Et ça, et de s'y préparer. Et donc ça, ce qu'il faut, c'est dès le plus jeune âge, inciter les plus jeunes à relever des défis qui ont du sens, et qui vont donner du sens à leur individualité, mais aussi à leur collectif. Et il y a plein de défis sur la planète, les défis des Nations Unies, etc. On peut assez facilement les expliciter aux enfants, leur faire comprendre que ces problèmes globaux ont des réalités locales et que eux, à leur échelle, peuvent s'en emparer, comprendre la complexité du monde et être créatifs, coopératifs pour contribuer à comprendre cette complexité et à faire avancer les choses, ne serait-ce qu'un tout petit peu. C'est déjà énorme de leur point de vue. Alors, ce que dit encore Richard David Precht, je pourrais dans ce sens-là, c'est que l'enfant est naturellement d'une curiosité inouïe. La structuration de ces réseaux neuronaux fait de lui un athlète synaptique comparé à l'adulte. Son enthousiasme pour la nouveauté est considérable et ses capacités d'apprentissage impressionnantes. Alors, la question, c'est qu'est-ce que vous proposez, vous, un exemple, par exemple, concrètement, pour épanouir cette potentialité formidable ? Alors, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit. Il y a une chercheuse à Berkeley qui a montré qu'on est tous nés chercheurs. Et elle montre même que dans les espèces qui ont des gros cerveaux et des temps de maturation lents comme l'espèce humaine, comme certains primates, comme certains oiseaux, les jeunes sont le R&D de l'espèce. Et donc parce qu'ils ont cette plasticité synaptique, cette capacité à explorer. Et donc c'est très vrai. Et en fait, ce qu'elle a montré, c'est qu'on est tous nés chercheurs. Et donc si vous regardez un bébé, la manière dont il observe le monde, dont il l'explore, dont il expérimente, dont il fait des erreurs, dont il apprend de ses erreurs, et dont il partage ses découvertes, c'est fondamentalement très proche des qualités qu'on cherche chez le chercheur. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on accompagne ces qualités innées pour les aider à se développer plutôt que de les faire s'atrophier. Et donc je pense que l'âge où on pose le plus de questions, par exemple, c'est 4 ans. Et donc si on veut nourrir cette curiosité dont vous parlez, il faut être capable de les accompagner. Et donc on a monté un programme qui s'appelle les Saventuriers. Et dans ce programme Saventuriers, les enfants sont des enfants chercheurs. Et donc, ils sont accompagnés par des chercheurs professionnels et évidemment par leurs enseignants. Et donc, on organise la classe comme un laboratoire de recherche et on invite les enfants à passer d'un questionnement enfantin à un questionnement scientifique en leur explicitant le besoin de rigueur scientifique, le besoin de structuration de sa pensée, le besoin de s'appuyer sur des épaules de géants pour voir plus loin, mais aussi la capacité à remettre en question les savoirs d'hier et les problèmes d'aujourd'hui pour aller toujours plus loin. Alors, les formes de pédagogie alternative, finalement, ça date pas d'aujourd'hui. On pense à Montessori, à Freinet, à Steiner et à bien d'autres qui expérimentent depuis quelques décennies des nouvelles formes de pédagogie active, par exemple d'école inversée. Enfin, il y a tout un tas de processus qui se mettent en œuvre. Alors, déjà, peut-être aujourd'hui, on a un recul là-dessus qui est intéressant, mais en plus de ça, il y a autre chose qui est que le numérique, les outils viennent compléter, je dirais, le dispositif. Donc on a pédagogie active plus numérique, entre guillemets. Est-ce que c'est ça l'environnement éducatif d'aujourd'hui ? Oui, je pense que ça y contribue beaucoup. Ce que je dirais, c'est qu'il y a effectivement cette curiosité naturelle qui fait de tous un chercheur potentiel, mais un bon chercheur, il a un bon labo. Un bon labo, c'est des mentors, donc ça on en a parlé un petit peu, mais c'est aussi de l'équipement, des pairs et un accès à la connaissance.
Il se trouve que les outils numériques permettent d'accéder à la connaissance, ils permettent de contacter des mentors ou des pairs, et ils permettent aussi de faire de l'expérimentation. Ce que peu de gens savent, c'est que c'est un laboratoire de poche que vous avez et qu'on a tous dans la main, et qu'il a plus de puissance de calcul que la NASA a utilisé pour aller sur la Lune, que vous avez des accéléromètres, que vous avez des gyroscopes, que vous avez tout un tas d'instrumentation scientifique là-dedans, des caméras de haute précision, et une capacité à gérer des données, à les transmettre, à les analyser. Et tout ça, c'est des choses dont auraient rêvé les scientifiques du passé. Et donc moi, régulièrement, je demande aux enfants, c'est quoi votre lune? Quelle est la lune que vous voulez conquérir? Et finalement, avec ce laboratoire de poche, qu'est-ce que vous pourriez faire que personne ne pouvait rêver de faire il y a 50 ans? Et ça, je pense que c'est une manière de leur ouvrir l'esprit sur ce qui est une boîte noire, une espèce de baguette magique aujourd'hui, mais si on veut utiliser tous les potentialités d'une baguette magique, il faut apprendre de nouvelles formules magiques, il faut être capable de faire de nouvelles choses. Alors, ce qui fait aussi beaucoup rêver les jeunes générations, c'est des formations très numériques de type 42 ou Simplon. Mon sentiment, je ne suis pas un expert de la question, mais mon sentiment, c'est que le modèle 42 reste un modèle très compétitif, ou en tout cas, il me semble que la compétition est au cœur du processus sous des jours, on va dire, de collaboratifs, d'écoles sans professeur, où on se juge de pair à pair, blablabla, enfin tout cet environnement qui évidemment est très attirant. Et néanmoins, il me semble que ça reste un processus ultra compétitif au bout du bout, comparé à des écoles comme Simplon, qui me semblent être un petit peu plus centrées sur l'humain, sur la pédagogie vraiment différenciée, etc., quoi. Je pense qu'il y a effectivement différents styles de lieux, des lieux qui sont plus compétitifs, d'autres plus coopératifs, des lieux dans lesquels l'humain est plus mis en avant que la performance. Et je pense qu'en fait, il faut fondamentalement de tout pour faire un monde, et qu'il est sain qu'il existe différents modèles alternatifs dans lesquels chacun puisse trouver quelque chose qui lui corresponde. Si quelque chose, on manque encore de modèles de ce genre, il y a effectivement, il y en a de plus en plus dans le monde du numérique, mais il n'y en a pas suffisamment dans d'autres domaines, par exemple. Or, il n'y a pas de raison. Si, par exemple, on prend l'ensemble des défis planétaires, l'éducation, la santé, la pauvreté, le climat, la biodiversité, etc., pourquoi est-ce que dans l'ensemble de ces grands défis, on n'a pas des lieux de formation et de recherche alternatifs dans lesquels, si un jeune dit je m'intéresse à cette planète et j'ai envie de contribuer à la rendre vivable et durable, aujourd'hui, où est-ce qu'il peut aller? Donc on est en train de discuter avec l'UNESCO et les Nations Unies pour essayer de créer des labels qui permettent pour les jeunes qui cherchent à s'orienter, de savoir quels sont les lieux dans lesquels on prendra en compte leur avis, leurs capacités, leurs potentialités, et on les aidera à faire des choses qui ont du sens, tout en ayant la reconnaissance des diplômes qui fait encore autorité dans toujours beaucoup de domaines. Alors je me fais engueuler par... Toute dernière question, j'aimerais bien que les internautes puissent s'exprimer. Je me fais engueuler par Éloi parce que j'ai trop de questions, mais je ne vous cache pas que j'en ai à peu près 5000 à vous poser, parce que c'est vraiment passionnant ce que vous faites. Ce sera les prolongations. Ce soir, François reviendra. Donc une dernière rapidement, quelque chose que vous avez dit que je trouve interpellant. Vous dites qu'il faut rétablir la confiance dans toute la chaîne éducative, de l'enfant au ministre, enfin je vous cite, c'est moi qui le dis. Alors pourquoi est-ce nécessaire de rétablir cette confiance, et qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui? Il y a un livre de Yann Algan qui s'appelle La société de défiance, qui décrit le niveau de confiance qu'on a les uns dans les autres, dans nos institutions, dans nos politiques, dans nos décideurs. On est au niveau des Russes et des Turcs. On est les plus bas de l'ensemble des pays occidentaux. Donc ça, c'est quand même assez dramatique sur notre société. Et les pays qui ont su améliorer leur système éducatif sont des pays qui, comme la Finlande, sont passés d'un système de contrôle à un système de confiance. Et on voit bien que dans le système éducatif, l'enseignant contrôle l'enfant, il est lui-même contrôlé par son inspection, qui est contrôlée par l'inspection générale, etc., jusqu'à la ministre. Il y a 10 niveaux hiérarchiques entre la ministre et l'enseignant. Et donc comment est-ce qu'on passe de ce système de contrôle à un système de confiance? Il faut le vouloir. Et il faut éventuellement changer la notion même d'inspection et proposer... Il faut de la liberté, quoi. Il faut de la liberté et de la bienveillance. Un mot, un petit détour sur le web, et puis après nous passerons à Bénédicte Magnier. Oui, vous avez déjà donné des éléments de réponse, mais je voulais vous poser une question simple. Si vous étiez ministre de l'Éducation, vous prendriez quelles mesures en premier? Je pense qu'il
il y a besoin de repenser le système et j'inviterai tout le monde à le repenser, à commencer par les plus jeunes. Je ne sais pas si vous savez, mais 95% des jeunes souhaitent que le système éducatif change. 95%. Donc il est difficile qu'il y en ait beaucoup plus, mais le problème c'est qu'on ne leur demande pas ce qu'ils veulent à la place. On n'est pas dans la co-construction avec les premiers utilisateurs, mais aussi avec leurs enseignants et avec l'ensemble de l'écosystème. L'idée c'est pas simplement de dire ça va être l'anarchie, les enfants vont pouvoir faire exactement ce qu'ils veulent. Non, c'est comment est-ce que, fort des apports de chacun, de l'intelligence collective, de regard interdisciplinaire et intergénérationnel, on peut co-construire un système qui marcherait beaucoup mieux. Comment on peut faire des sciences citoyennes dans le domaine de l'apprendre et dans le domaine de l'éducation. Donc une grande consultation des élèves serait peut-être une première bonne idée. Oui, je pense qu'il faudrait faire une grande consultation, mais il faut la faire dynamique et live. C'est pas juste faire un coup politique en disant oui, on vous a entendu, et puis après n'en faire qu'à sa tête, ce qui est généralement, il y a eu des consultations, en l'occurrence pas des élèves, mais à chaque fois qu'il y a des consultations, c'est in fine, tout en haut, que ça se décide. Non, c'est pas comme ça qu'on peut repenser le système en profondeur. Et du coup, juste le 95% en France qui veulent changer le système d'élèves, et quel est le pays aujourd'hui qui vous semble être le plus à la pointe? Vous avez cité la Finlande. Où est-ce qu'aujourd'hui vous auriez envie, par exemple, vous, d'exercer le plus Ici, on a l'impression d'avoir un impact quand on fait des choses. Donc, c'est pas forcément désagréable. C'est un peu au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Donc, ça, c'est pas. Non, il y a effectivement des pays qui avancent et ça peut être des pays surprenants. Singapour, l'Australie, et même un pays de tradition confucéenne comme Singapour développe des méthodes socratiques. D'accord ? Donc, on voit bien qu'il y a un besoin qui est universel de développer d'autres manières de co-construire du savoir et de former des esprits. Et je pense que, par exemple, en Haïti, la meilleure école du monde, d'après la fondation Lego, est en Haïti. On n'aurait pas forcément dit au départ. Mais pourquoi ? Peut-être parce que dans un environnement où il y a beaucoup de problèmes, il est finalement plus facile d'inventer quelque chose et de mettre les enfants au centre et de les impliquer dans la redéfinition du système. Alors merci pour cette excellente transition. Ça nous amène tout droit chez Bénédicte Magnier. Oui, mais François n'a pas cité l'Inde. Mais ceci étant, là... je pourrais en parler. Il se passe plein de choses fabuleusement intéressantes, mais je n'ai pas voulu enlever des choses. On pourra peut-être échanger à ce sujet si tu veux. Moi, je regarde le livre Made in India de Bénédicte Magnier, que nous allons aborder là, le laboratoire d'écologie, c'est ça, le laboratoire écologique de la planète, et je vois l'état du livre de Niels, donc je ne résiste pas à l'idée finalement de vous livrer, Niels, parce que là, je pense que tu as noté des questions sur au moins chaque page. En fait, c'est un voyage que nous propose Bénédicte Magnier, donc on va essayer de voyager un peu ensemble dans son livre. J'avais lu 1 million de révolutions tranquilles, et j'avoue que ça avait été une grosse claque. Parce que moi, en bon petit français occidental, je me disais oui, enfin je regardais le monde sous cet angle-là, et je me disais qu'on était vachement innovants quand même, tous, avec nos machines et tout ça, et puis j'ai lu ce livre, et voilà, j'ai pris une claque, je le dis franchement. Voilà, et donc du coup, j'ai lu avec beaucoup de bonheur le suivant, et je crois que vous réactualisez le premier, 1 million de révolutions tranquilles. Alors, on va voyager un petit peu. Dans ce livre, la première chose, c'est que vous posez le cadre de l'Anthropocène, pour faire court, qui est un peu le décor de fond, finalement, de tout ce qui se passe aujourd'hui en termes d'innovation en Inde. Pas que, mais... alors, je vous cite quand même parce que ça fait un peu froid dans le dos. J'ai un ou deux petits passages. Le monde, nous le savons, est entré dans une période critique. Jamais une espèce vivante n'avait eu un impact aussi profond, à un rythme aussi rapide sur la biosphère que l'espèce humaine. Je saute des passages, vous reconnaîtrez comme on dit. En ce qui concerne la pollution, en brûlant toujours plus d'énergie fossile, le pays tire en effet 60% de son électricité de centrales à charbon très polluantes, et l'exploitation de ce minerai devrait encore doubler d'ici 2020 avec l'ouverture d'une mine chaque mois. C'est hallucinant. Dans les campagnes, 90 millions de lampes de kérosène compensent les carences du réseau électrique, etc., etc. Enfin voilà, vous avez tout un tas d'exemples très concrets. Donc ça, c'est le point de départ, je dirais, du livre. Pour dire quelques mots. Voilà, oui. L'Inde, c'est finalement, là aussi, le laboratoire de ce qu'il ne faut pas faire, ce laboratoire de cette époque qui avance à marche forcée dans une croissance économique, dans une industrialisation qui est dévastatrice pour l'environnement et dévastatrice pour l'humain. Alors, pour replacer les choses dans leur contexte, l'Inde, c'est un pays d'1,3 milliard d'habitants,
où 1 million de jeunes arrivent chaque mois sur le marché du travail. Ouais. Et où évidemment, il faut leur trouver des emplois. Le Premier ministre actuel est arrivé au pouvoir en promettant 25 millions d'emplois chaque année, ce qui n'arrivera évidemment pas à réaliser. Mais l'idée, c'est d'industrialiser, d'aller dans le sens d'une agriculture industrielle, productiviste, d'installer des barrages partout, de consommer toujours plus de fioul, de pétrole, de charbon, etc. Bon. Ce modèle, on sait, il n'est pas soutenable. Heureusement, la société civile qui a un bon sens et qui, pour reprendre l'expression de François Tadei en Inde, est née chercheuse, cherche et trouve des solutions pour une agriculture plus durable, pour restaurer des écosystèmes qui sont aujourd'hui dévastés par cette marche forcée vers l'industrialisation. Donc je pense qu'on va décliner. Voilà, justement, je vous cite encore, j'aime bien vous citer, hein, ça donnera envie aussi aux lecteurs de poursuivre. Alors, vous dites pourquoi s'intéresser à l'Inde? Parce que probablement aucun pays au monde ne voit naître autant d'initiatives ingénieuses venues de citoyens ordinaires. Le pays détient d'ailleurs le record mondial du nombre d'ONG, 3,1 millions, 2 fois plus que le nombre d'écoles, oui. Et compte sans doute la plus forte densité d'entrepreneurs sociaux de la planète. Je continue, le pays concentre en somme les plus grands maux de la planète, mais aussi toutes les innovations pour y répondre, pour le pire ou pour le meilleur. L'Inde est aujourd'hui le champ d'expérimentation grandeur nature de ce que notre planète sera demain. Donc c'est un laboratoire planétaire, on pourrait dire. Absolument. Encore une fois, pour le pire et le meilleur, on le voit pour cette démarche productiviste qui s'inscrit aussi dans une rivalité avec la Chine. Donc il s'agit de développer le pays à hauteur de la Chine, de devenir un jour la 3e économie mondiale, et en termes de PIB, l'Inde le sera un jour. Est-ce que tout ça est durable ? Alors, on va prendre des exemples concrets, parce que là, on a un peu posé le décor. Mais alors après, ce qui est vraiment formidable, c'est qu'on passe d'expérience en expérience. On va commencer, si vous voulez bien, avec Shibu, que vous avez rencontré, un écologiste. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Shibu ? Alors, Shibu, c'est en effet le fondateur d'une ONG qui s'appelle Tanal, qui est située dans une petite ville touristique qui s'appelle Kovalam, dans le Kerala, une jolie petite ville qui, il y a 20 ans, était absolument infréquentable, était citée dans tous les guides comme l'endroit où il ne fallait pas aller parce que la ville était submergée de déchets. Il y avait des bouteilles plastiques partout, sur la plage, dans des décharges sauvages dans les rues. Les vagues elles-mêmes étaient submergées. Je fais une parenthèse, oui. Vous dites « Nous sommes collectivement assis sur une bombe de plastique ». J'adore vos formulations. 8 millions de tonnes sont déversées chaque année dans les océans où la matière met jusqu'à 400 ans à se dégrader en empoisonnant la chaîne alimentaire. C'est hallucinant. Oui, c'est hallucinant. Et encore une fois, c'est un échantillon, l'Inde, de ce qui est en train de se passer partout sur la planète. Alors Shibu, parce que je vous ai coupé. Alors Shibu, un jour, a réuni une poignée d'habitants volontaires disant on ne peut pas continuer comme ça, non seulement les touristes ne viennent plus, mais nous-mêmes, on vit dans un environnement dégradé, pollué, on ne peut pas. Ils ont commencé par faire un grand nettoyage de toute la ville. Ils ont ramassé des tonnes de plastique, et notamment des bouteilles plastiques, et comme ils ne savaient pas quoi en faire, ils les ont mis dans des grands sacs postaux et ils les ont renvoyés aux multinationales qui les produisent en disant vous en faites ce que vous voulez, mais nous, on n'en veut plus sur nos plages. La réponse ? Ce qui est un geste symbolique. C'est juste intéressant, les multinationales n'ont évidemment pas répondu. Mais il faut quand même savoir que ces pays émergents, et l'Inde notamment, sont des marchés qui s'ouvrent pour ces multinationales. Coca-Cola, par exemple, à 52 usines qui produisent des boissons de toutes sortes, et notamment de l'eau en bouteille. C'est un pays où l'eau est une ressource qui manque. Qui va se tarir même. L'eau est en voie d'épuisement d'ici 2025, d'ici 2030. On pense que les réserves seront épuisées. Mais aussi parce que ces multinationales puisent les ressources souterraines pour les revendre en petites bouteilles. Il y a actuellement 200 marques d'eau minérale en Inde. Bon, on va vraiment dans un modèle commercial qui est celui qu'on ne devrait pas développer. Donc, Shibu et ses volontaires nettoient complètement la ville et se disent on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas continuer. Mais le gouvernement, il reste insensible à l'idée de ne plus avoir d'eau potable dans 10 ans. Il n'est pas insensible, mais il ne sait pas quoi faire, alors que des solutions existent, mais il ne sait pas quoi faire. On arrive là vraiment dans
jusqu'au bout de l'impasse qu'est un système politique quand il ne sait pas sortir d'autres, il ne sait pas faire marcher d'autres logiciels que le sien. Nous, on le voit, on parlait de cette culture colbertiste qui est la nôtre, qui est pyramidale, où on ne sait pas faire participer la société civile. Or, la société civile trouve les solutions. Je pense qu'il est plus que temps de co-construire un système, en effet, un système différent. Donc, ils ont trouvé la solution. Ils ont commencé par bannir les bouteilles plastiques, c'est-à-dire que toutes les bouteilles et tous les sacs plastiques ont été remplacés par des contenants végétaux. Que ça soit, il y a énormément de contenants en coque de noix de coco, il y a énormément de cocotiers là-bas. Et puis, ça a servi à créer 2000 emplois où des femmes produisent aujourd'hui des contenants qui sont en tissu, en coton. Alors ça, c'est l'upcycling, c'est-à-dire qu'effectivement, vous en donnez tout un tas d'exemples sur comment on récupère ces déchets et comment on les transforme. Donc finalement, on crée de la valeur voilà. Avec... donc, si vous pouvez donner un exemple ou deux peut-être de ces pratiques. Oui, voilà, ces femmes, par exemple, produisent en coopérative, produisent des sacs qui ont complètement remplacé les sacs plastiques. Il n'y a plus un sac plastique dans cette ville. Il faut aller voir quand même, ça vaut la peine d'aller passer une semaine de vacances à Kovalam, outre le fait que c'est un très bel endroit, pour aller voir comment on peut vivre sans plastique. On imagine que ce genre de résultat ne peut être acquis que dans des sociétés évoluées comme la Suède ou à San Francisco. Non, pas du tout. Il y a des villes en Inde, il y a des comtés en Inde qui vivent sans plastique. Et c'est parfaitement remplaçable. La nature fournit tout ce qu'on peut utiliser pour fabriquer d'autres contenants. Et alors, parlez-nous des affreux indiens. Alors, les Afro-Indiens, ils s'appellent les Ugly Indians parce qu'ils estiment qu'on est tous des affreux pollueurs. On jette tous nos déchets dans les rues, etc. Ils sont des équipes c'est un petit groupe qui est né à Bangalore, qui est la capitale de la Silicon Valley, en Inde, et qui a essaimé ensuite dans la plupart des grandes villes. Je crois qu'ils sont dans une 50aine de villes maintenant. Et ils se regroupent. Alors c'est complètement participatif, anonyme, ils ne se connaissent pas. Ils se donnent rendez-vous un matin dans un endroit qu'ils ont repéré, qui est une décharge sauvage. Ils sont 10, 15. Ils amènent des grands sacs pour ramasser tous les déchets. Ils ont des balais pour tout nettoyer et pour enlever les affichages sauvages, etc. Et ils repeignent. Ils font ils ont des murs, par exemple, qui sont peints de fresques de dessins traditionnels, ou bien ils nettoient des dessous de flyovers, c'est-à-dire des autoponts, des bretelles d'autoroute. Tout ça devient des endroits aussi agréables que des parcs avec des bancs publics, etc. C'est-à-dire que c'est une réappropriation de la ville. On reprend l'espace public comme un bien commun, on le nettoie et on décide qu'il sera entretenu, qu'il ne sera plus sali, et que c'est finalement une façon de dire on est tous un peu propriétaires de cet espace public qu'on prend en main. Alors, j'accélère un peu parce que je vois là en train de faire page par page, et là il y a quand même 150 pages. Non, en fait, je voudrais arriver au point de l'éducation, justement, pour faire le pont avec François Tadei. Alors, juste un petit passage par les campagnes qui manquent d'électricité, et donc vous dites que ça devient... finalement un laboratoire de la diffusion du solaire dans le monde rural. Plusieurs milliers de villages ont en effet été équipés de panneaux photovoltaïques grâce à des ONG. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Alors pas seulement des ONG, mais beaucoup de jeunes entrepreneurs sociaux qui se lancent maintenant aussi dans cet équipement des villages qui ne seront jamais reliés au système électrique parce que trop éloignés, parce que c'est trop compliqué, trop cher et pas rentable pour les grandes firmes. Peu à peu, ces jeunes entrepreneurs et ces ONG diffusent donc des panneaux voltaïques et aussi des éoliennes en aidant plutôt les populations rurales à payer à l'aide de microcrédits. Et on s'aperçoit que c'est moitié moins cher de rembourser un petit peu chaque mois son panneau solaire plutôt que de devoir acheter le kérosène pour les lampes. Oui. Alors je glisse tout doucement vers François Tadei. Ce qui est intéressant avec cet exemple,
c'est que, vous dites, l'entrepreneur social a installé des micro-points de recharge dans 200 écoles parce qu'ils incitent les élèves à venir en classe. C'est génial. Et alors, j'arrive à l'éducation, donc, vous parlez d'un endroit, Barfoot College, est un endroit unique au monde, ouvert à tous depuis 1972. C'est un centre d'échange de savoir. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu cette... Alors, l'idée, c'est une idée à la fois gandhienne et inspirée par Mao aussi, c'est le savoir populaire, c'est-à-dire que chacun a un savoir à transmettre et un savoir à apprendre de quelqu'un d'autre. Et ce centre forme des personnes dans toutes les disciplines, des médecins, des architectes, des infirmières, des professeurs, etc., à partir de savoirs simples et de méthodes simples qui sont basées simplement sur l'échange avec quelqu'un qui sait déjà. Et en retour, cette personne qui apprend va recevoir un autre savoir. Alors c'est dans ce collège aux pieds nus, Barefoot College, ça veut dire collège aux pieds nus, que sont formées aussi des femmes de village qui sont... Les Solar Mama, par exemple. Voilà, les mémés solaires qui sont formées à la technologie solaire et qui repartent dans leur village. Alors elles viennent du monde entier, de beaucoup de pays d'Afrique, d'une 50aine de pays d'Afrique, mais aussi d'Afghanistan, du Bhoutan, de Bolivie, etc. Et une fois rentrées dans leur village, elles savent comment équiper leur village en énergie solaire et le rendre autonome. Alors jusqu'alors, ce collège en a formé 700. C'est très peu, mais elles ont quand même apporté l'électricité à 500 000 personnes. D'où l'intérêt de multiplier ce genre d'expérience locale qui se diffuse aujourd'hui pour faire un jour masse critique. Oui, puisque vous dites aussi, c'est que ces grands-mères illettrées qui deviennent ingénieurs solaires, c'est un message fort pour la société, oui. Pour ces femmes. Elles retrouvent le respect qu'elles méritent. Oui, absolument. Oui. C'est-à-dire que le pari de Bunker Roy, le fondateur du Barefoot College, c'est de dire les plus pauvres des pauvres et les moins considérés des moins considérés, on va montrer qu'ils sont capables de changer la société. Peut-être des réactions. François, oui, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est évidemment génial, c'est un des exemples phares, je pense, d'éducation alternative. J'en donnerai un autre d'Inde. Je crois que dans votre communauté, tout le monde sait ce que c'est qu'un Fab Lab. Tout le monde sait que le premier Fab Lab du monde est né au Media Lab. Peu de gens savent que le deuxième était en Inde, dans un village, et il a été offert à des décrocheurs de lycée. Et ces jeunes, on les a invités dans ce village à aller à la rencontre des paysans et de leurs besoins et de faire des allers-retours entre le Fab Lab et les paysans et d'identifier une solution pour au moins un paysan. Et quand on a inventé une solution pour un paysan, on a juste 500 millions de clients en Inde. Et donc c'est devenu des entrepreneurs. Et donc on part de décrocheurs, on en fait des entrepreneurs. Et ce qui est intéressant, c'est que ce genre de choses, moi, m'a inspiré. J'ai été dans ce village, j'ai vu ce genre de choses. Et je rêvais que quelque chose comme ça arrive en France. Et dans le cadre du programme Saventurier dont je parlais, on a démarré avec du primaire, puis on a fait collège, on a fait lycée, on a fait lycée professionnel. Et pas plus tard que la semaine dernière, on a un congrès de jeunes aventuriers, de jeunes enfants chercheurs, et on avait des lycéens de seconde pro qui, en anglais, ont présenté leur projet qui est très inspiré de celui-là. C'était pas des décrocheurs, ils étaient en lycée pro, mais ils ont réussi à inventer quelque chose ils viennent d'Annecy, donc ils ont beaucoup de neige, etc. Ils ont inventé un système de dessalement automatique des autoroutes qui a tellement plu que le MEDEF local les a encouragés à déposer un brevet. Donc voilà, je pense qu'il y a, quand on offre la possibilité à des jeunes ou des moins jeunes, comme ces mamas solaires, d'apprendre et de nous surprendre et d'entreprendre, on ne peut que les voir réussir. Il faut simplement leur faire confiance et leur donner les moyens d'avancer. Oui, puis les décrocheurs, ça rigole pas en Inde, hein, parce que Bénédicte Magnier, vous dites 80 millions d'enfants ont ainsi quitté le système scolaire au cours du primaire, et les écoles publiques peinent à les retenir car elles manquent de tout, de tableaux, de livres et souvent d'enseignants. Absolument. C'est un vrai. L'exemple que donne François Tadei évoque ce réseau qui existe en Inde. Vous connaissez peut-être les honeybees.
les abeilles, qui est un réseau qui unit scientifiques, universitaires, étudiants, paysans et toute personne de la société civile qui a fait une découverte ou qui est détentrice d'un savoir ou d'une mémoire ou d'une recette qui peut être utilisée en effet par 500 000 personnes dans le monde. Comme la prothèse pour le pied, par exemple. Alors, par exemple, ils ne sont pas dans ce réseau, mais effectivement, cette prothèse toute simple, vraiment low-tech, faite simplement de caoutchouc et de bois recyclé, qu'on appelle le Jaipur Fit, qui est faite à Jaipur. Mais il y a aussi des quantités de choses. Il y a des éoliennes pour l'irrigation, par exemple, qui sont faites avec 3 bouts de métal. Et puis aujourd'hui, l'idée de ce réseau, c'est d'organiser vraiment cet échange de savoir, de le diffuser dans le monde entier. 75 pays. Dans 75 pays. Ouais. Et ils s'organisent pour valoriser justement ces gens, ces paysans qui ont fait une invention ou qui ont un savoir agricole qui peut profiter à des millions de personnes ou qui ont fait une découverte qui peut être utile à tout le monde. Anil Gupta, le fondateur de ce réseau, organise tous les 2 ans un concours national à la présidence de la République où ces inventeurs sont présentés et récompensés avec des prix. Je crois que c'est la meilleure façon de valoriser ce Fab Lab low-tech qui réside dans toutes les sociétés civiles finalement. Vous dites, dans la continuité du réseau Onebi, le capitalisme a atteint les limites de l'absurde en brevetant même la biodiversité. Or, partager ce qu'on sait est une question d'empowerment, d'autonomisation des individus, et c'est le futur. Nous allons vers des sociétés auto-organisées, autosuffisantes, où les qualifications de chacun serviront à tout le monde. Et là, j'ai une question du coup à vous deux, si vous voulez bien. Et ce sera la question de la fin. Et ça sera la question de la fin. Si vous voulez bien. Pour arriver vers ce monde, on voit que les qualités d'empathie, d'altruisme, de collaboration, d'échange, de bienveillance apparaissent de plus en plus comme une clé pour aller vers ce monde futur. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que ces qualités deviendront un jour des compétences qu'on apprendra et qui devront être quelque part dans un CV pour pouvoir accéder au monde 2.0. Ça serait l'idéal. Moi, je crois que ça va simplement devenir une nécessité quasiment de survie dans une planète qui est en train d'être détruite à grande vitesse, dans un système où on va très mal, où plus rien n'est considéré comme un bien commun, mais comme un bien commercial, où tout le monde est très mal au travail, etc. Parallèlement à ça, on a des forces tout à fait inutilisées, comme ces forces de collaboration, d'empathie, etc. Il y a quand même un phénomène sociodémographique dont il faut tenir compte, c'est qu'on a aujourd'hui la génération jeune la plus grande au monde. Et cette génération est la plus éduquée, la plus informée, la plus consciente des grands enjeux planétaire, la plus connectée, la plus qualifiée et la plus désireuse d'agir et la plus agissante. Je crois que ça, c'est un phénomène qui est en train qui se manifeste et qu'on peut... J'essaie moi d'en parler dans mes livres, mais on peut le constater tous les jours. Je crois que de fait, la collaboration, la mutualisation des savoirs, le partage des biens et des services va s'imposer. L'empathie ne sera peut-être pas revendiquée comme une qualité en tant que telle, mais elle vient avec, je crois. François ? À propos de choses qui viennent d'Inde sur ce genre de choses, il y a par exemple un jeu qui promeut l'empathie, qui part des données statistiques open data des Nations Unies et qui permet de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Et on s'aperçoit que si on retirait sa vie au hasard, la probabilité qu'on naisse plus pauvre qu'aujourd'hui est très élevée quand on a la chance de vivre décemment en France. La probabilité que si on est femme, on meurt tôt, on meurt en couche, etc., devient très élevée. Et ça aide à faire ça. Un autre exemple qui nous vient d'Inde que j'aime beaucoup, il s'appelle Design for Change. En France, ça s'appelle Bâtisseurs de possibles. C'est un mouvement dans lequel on invite les enfants à comprendre les difficultés qu'il y a autour d'eux, éventuellement en lien avec les défis globaux dont je parlais tout à l'heure. The World Largest Lesson, c'est quelque chose qui est parti d'Angleterre et qui s'est propagé dans le monde entier et malheureusement pas encore ici. C'est quelque chose qui incite les enfants à comprendre les grands défis de la planète tels que les Nations Unies les ont définis, à s'en emparer. Et avec des méthodologies de type bâtisseur de possibles et Design for Change, on invite les enfants à explorer leur environnement, à comprendre les difficultés, à s'engager et à s'impliquer et à raconter ce qu'on a fait et à le partager.
Et donc on est dans cette perspective de honeybee, d'apprentissage et de co-apprentissage et de co-construction du futur. Et donc je pense que je ne séparerai pas les qualités dont tu parlais d'une action et d'une implication, d'une réflexion et d'une co-construction. Je pense que tout ça, ça coévolue. C'est parce qu'on a de l'empathie pour l'autre que l'on veut chercher une solution pour l'aider. Et c'est ça qui va nous rendre créatifs, ça qui va nous donner envie de coopérer, ça qui va nous faire qu'on va apprendre tout un tas de méta-compétences qui seront essentielles dans toujours plus de métiers, parce qu'encore une fois, l'empathie, la capacité à coopérer, la capacité à faire des choses qui ont du sens, les machines ne l'ont pas. Par contre, tout le reste, les machines le feront toujours mieux. Et donc il faut vraiment qu'on travaille ces qualités et qu'on travaille ensemble avec toutes les formes d'intelligence, y compris les formes d'intelligence artificielle. Merci beaucoup François, merci beaucoup Bénédicte. Il est clair que nous devons lire Made in India, hein, ça me paraît évident. Je pense que Niels, tu ne pourras pas dire le contraire. Merci Niels, merci Nicolas. Cette émission est maintenant terminée, merci d'avoir suivi. Cette émission a été préparée par les équipes du Cube, de Triple C et de JD Carré. Nous sommes toujours dans cet endroit magnifique, l'espace Saint-Sauveur à Issy-les-Moulineaux. Merci à Socialter, oui demain, et au Digital Society Forum. On se retrouve tout de suite sur les réseaux. Merci.